Ce matin, c'est avec le sourire que nous vous disons bonjour et c'est avec la bonne humeur que nous vous disons bonjour également. Alors, fidèles téléspectateurs de l'émission Bonjour le Faso, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'aventure de ce matin. Aujourd'hui, c'est vendredi. Comment débuter cette aventure sans souhaiter Juma Moubarak à tous les musulmans qui nous regardent présentement. Qu'Allah exauce vos vœux, qu'Allah vous accompagne tout au long de cette journée et tout au long de votre vie. Bonne prière de vendredi à tous. Alors, vous le savez, cette semaine, nous sommes installés au niveau de Niango, au musée dans les mains de Niango pour vous faire découvrir la civilisation Bissa. Aujourd'hui, nous allons donner la parole à quelques jeunes que nous avons rencontrés au niveau du musée dans les mains de Niango. Ça sera tout à l'heure. Et pour la revue de presse, sachez que c'est férié. Nous sommes le 31 octobre, marquant la commémoration de l'insurrection populaire de 2014. Et aujourd'hui, c'est un jour férié. Les journaux ne paraissent pas, mais l'information est toujours d'actualité chez nous parce que vous allez avoir des sujets commentés avec El Hadj Amadé Soro. Et pour la rubrique invité du jour, nous serons avec l'artiste musicienne Kakora. La fille du Naouri est notre invitée, pour ne pas dire la princesse du Naouri est notre invitée de ce matin. Et elle sera là également. Plus tard, on parlera sécurité routière. Mesdames et messieurs, bien installés, on démarre. Tout de suite et maintenant et direction le musée dans les mains de Niango, musée de la civilisation Bissa qui va ouvrir ses portes le 29 novembre prochain. Nous avons eu ce privilège-là de visiter ce musée avant l'ouverture officielle, mais également aussi de vous faire découvrir à travers la rubrique à la découverte d'aujourd'hui. On découvre ça en images, mais aussi en commentaires et on vous invite à écouter notamment les témoignages de quelques jeunes que nous avons rencontrés sur place donc à Niango, au musée dans les mains. Bon, le musée en tant que tel, c'est un soulagement pour tout l'habitant de Niango parce que bon, ça va nous ramener à beaucoup penser à ce que nos alliés avaient fait pour nous, quoi. Voilà, donc on a tendance à oublier tout ça. Mais grâce à ce musée, on va beaucoup avoir l'idée de ce que nos parents ont pu faire pour que Niango soit Niango aujourd'hui. Vraiment, on le souhaite. Et nous croyons que beaucoup vont venir pour visiter. Dans le musée, bon, c'est l'histoire en tant que telle, Niango elle-même. Bon, Niango a une grande histoire. Et ça est ici. On doit découvrir ça ici. Bon, ici, il y a d'abord comment les Niangolais ont pu avoir le coin pour s'hospitaliser. Et deuxièmement, comment les ancêtres ont pu vivre en cohésion entre deux familles différentes, Compaoré et Djebré. Voilà, c'est d'abord quelque chose de cohésion qui nous plaît beaucoup. L'effet majeur de ce jour, enfin, c'est que ce dont nous nous rappelons
hier et aujourd'hui, donc 30-31 octobre, c'est ce fait majeur-là. Il s'agit de l'insurrection populaire de 2014, des 30 et 31 octobre 2014. Voilà. Alors, El Hadj nous en parle aujourd'hui et nous sommes justement avec El Hadj Amadé Soro. Bonjour. Bonjour Abdeta. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme dirait l'autre, un seul sujet à la une de cette revue de presse et on revient sur cette actualité. Et donc, ce rappel historique de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Et l'âge, est-ce qu'on peut revenir sur les causes de cet événement? Très bien, Abdeta, mais avant donc de revenir sur les causes de l'insurrection populaire, il faut donc rappeler que, étant donné que l'Assemblée n'a pas encore voté la nouvelle décision gouvernementale par rapport aux jours fériés et chômés. Donc 31 octobre reste encore un jour férié et chômé. Jusqu'à ce que la loi maintenant, jusqu'à ce qu'effectivement la loi revienne, jusqu'à ce que la loi, bien sûr, statue sur cette journée. Vous savez très bien qu'il n'y a pas très longtemps, le gouvernement, le Conseil des ministres a donc pris la décision de revoir, de réduire un peu voilà, le nombre des jours fériés et chômés au Burkina. Oui. 4 jours ont été supprimés, parmi lesquels le 31 octobre, qui sera maintenant une journée d'hommage et de recueillement, a été pour faire, en tout cas, un honneur mérité effectivement à ces braves Burkinabés qui ont lutté contre le pouvoir absolu du président Blaise Compaoré. Alors, vous avez donc parlé des causes de l'insurrection populaire. Alors, parmi les causes, il y a des causes immédiates ou des causes directes et des causes indirectes. Alors, d'abord, les causes indirectes, ces causes sont en lien avec, en réalité, la longévité au pouvoir. Voilà, la durée excessive au pouvoir, plus de 27 ans au pouvoir, du capitaine Thomas Sankara en 1987, puis à partir de 90-91, après donc la démocratie, le président Blaise Compaoré. Donc ces 27 ans au pouvoir ont donc cristallisé les oppositions, à tel point que vers la fin, le président Blaise Compaoré semblait ne plus maîtriser la situation. On a même vu que vers la fin de son règne, alors il passait tout son temps à faire des médiations, des négociations dans des pays. On l'a vu au niveau donc du Togo, au niveau de la Guinée, de la Côte d'Ivoire et bien d'autres pays. Alors qu'au niveau national, il y avait des questions pressantes. Il y avait des questions à la fois en lien avec, bien sûr, le chômage, en lien avec la pauvreté, en lien avec, n'est-ce pas, la situation aussi sécuritaire, qui n'avait pas encore commencé à montrer des signes. Mais au côté donc, du côté du Mali, il y avait déjà des signes effectivement, qui montraient que cette situation allait dégénérer. C'était en ce moment maintenant que le président Blaise Compaoré recevait, n'est-ce pas, les protagonistes de la crise malienne. Et tout ça, ça a cristallisé en fait une certaine opinion contre les pouvoirs donc, du président Blaise Compaoré. Ce sont les causes indirectes. Maintenant, les causes directes, c'est bien sûr la modification de l'article 37, c'est ça, qui est ce qui a mis donc le feu aux poudres, parce que après plusieurs changements constitutionnels, modifications constitutionnelles, puisque il est parti d'un septennat à un quinquennat, et il devait donc laisser le pouvoir en 2015, mais il a donc procédé à une énième modification. Et cette énième modification donc n'est pas passée auprès de l'opinion. Sans oublier que plus de 70 personnes, des ténors du parti majoritaire d'alors, le CDP, ont claqué la porte du CDP, à la tête desquels se trouve bien sûr
l'ancien président Roch Marc-Christian Kaboré, l'ancien président de l'Assemblée Salif Diallo et l'ancien donc maire de la ville de Ouagadougou, Simon Compaoré, qui étaient donc les 3 ténors du CDP, avec bien sûr armes et bagages, pour ainsi dire. C'est ça qui a donc fragilisé aussi le CDP. Donc quand la question de la modification de l'article 37, laquelle modification devrait permettre au président Blaise Compaoré de se représenter encore donc en 2015, c'est ça qui a mis, donc, comme je l'ai dit, qui a été l'élément déclencheur des hostilités. On a vu qu'avant les 2 dates fatidiques, à savoir le 30 et 31 octobre, il y a eu beaucoup de manifestations dans toutes les villes du Burkina Faso, dans tous les villages du Burkina Faso, parce qu'à ce moment, les gens croyaient toujours à la démocratie, et croyaient effectivement à la parole donnée par, n'est-ce pas, le président Blaise Compaoré. Et on a vu, vous savez que j'ai écrit un livre sur ça, et le livre donc s'appelle Changement politique au Burkina Faso, chronique d'une transition mouvementée. Dans ce document, je ne me suis pas limité seulement à... Donc c'est ça qui sort à l'écran. Je ne me suis pas donc... Ce livre a été préfacé par Laïe Soumela Rabo, donc directeur exécutif de Saban Media. Et j'ai écrit le livre en 2015, mais c'est sorti en 2017. Mais c'est maintenant épuisé. Il faut rentrer encore en studio pour, du moins en librairie et en imprimerie, du moins, pour faire sortir une deuxième édition. Cela dit, dans ce document donc, qui revient, qui fait aussi la genèse de la crise, d'abord au sein du CNR, le Conseil national de la Révolution, où vers la fin, on a senti effectivement une méfiance entre le numéro 1 du CNR, le capitaine Thomas Sankara, et le numéro 2, le capitaine Blaise Compaoré. Il y avait maintenant 2 camps, et ce sont ces 2 camps-là qui sont opposés et qui ont donc, bien sûr, débouché, cet affrontement a débouché sur la tragédie du 15 octobre 1987. Parce que pour comprendre, comme je l'ai dit dans le livre, pour comprendre ce qui a conduit à ce désamour entre, à ce désamour donc entre le capitaine Blaise Compaoré d'alors, ensuite le président du Faso Blaise Compaoré et son peuple, c'est effectivement l'ensemble de son parcours qui est jalonné. Il y a beaucoup de faits qui se sont accumulés. Absolument. Et qui ont fait en sorte que il n'y a plus donc cette confiance. Cette confiance-là a été complètement rompue. Donc dans ce document, je reviens, comme je l'ai dit, sur d'abord les actes qui ont précipité donc cette chute-là, en essayant de comprendre ce qu'on appelle, ce que j'ai nommé dans le livre, la méthode Compaoré. C'est quoi cette méthode Compaoré? C'est de négocier quand le président Blaise Compaoré a les dos au mur, il négocie. Il fait semblant donc de négocier, de réunir, de créer des commissions. On a vu beaucoup de commissions ont été créées. Dans le livre, là, il y a c'est plus de 300 pages. Donc, plusieurs commissions ont été créées. Et le but ultime de ces commissions, c'est de gagner du temps. Et lorsqu'il sait maintenant qu'il a repris la main, alors c'est à ce moment maintenant qu'il revient encore sur ce qu'il avait dit. On a même vu qu'en 2021, on a organisé une journée nationale du pardon. Aujourd'hui, on a supprimé cette journée-là, qui était une journée chômée payée au Burkina Faso. Donc, il n'y avait pas de sincérité dans les actes. Et nous savons très bien que le manque de sincérité se perd cache dans le domaine politique. Donc, pour nous résumer, la cause immédiate ou directe de cette insurrection populaire, c'est bien sûr la modification de l'article 37 et l'installation du Sénat. Le Sénat qui avait été instauré et supprimé. Et donc, on a voulu effectivement, à travers le Sénat, puisque le président Blaise Compaoré n'avait pas une majorité au sein de l'Assemblée. Donc, si il parvenait effectivement à installer le Sénat, on disait qu'il allait faire, donc présider ce Sénat-là par son frère cadet et François Compaoré. C'est tout ça effectivement qui a cristallisé la colère du peuple et finalement qui a conduit à l'insurrection populaire du 30 octobre. C'est ça. Et si on revenait sur les faits et le déroulement des 30 et 31 octobre. Bon, vous savez, on était sur le terrain en tant que journaliste, reporter. On a suivi la mise en sac de l'Assemblée. On a été plusieurs fois
interpellé, enfin interpellé c'est trop, je vais dire, je me suis trouvé nez à nez avec des militaires du RSP et qui faisaient effectivement la ronde devant les grands édifices, etc. Et les événements qui se sont produits au niveau de la RTV, j'étais président. Tout ça, ça a été documenté effectivement dans le livre. C'était vraiment des faits. Personne ne pouvait deviner ou présager de la suite que ces événements allaient avoir. Et on s'attendait peut-être à tout, sauf à une fuite du président Blaise Compaoré. Vous savez qu'il y a eu un conseil de ministres, ça doit être le 28, si j'ai bonne mémoire, et le conseil de ministres n'a même pas fait cas de la situation. Or, les gens disaient que si on avait retiré le projet de loi en ce moment, le président allait peut-être finir son mandat en 2015 et puis partir. Mais, ils n'ont pas tenu compte de cela. Au contraire, il a passé son temps à multiplier les rencontres. On a vu qu'il a même mis en place une médiation autosaisie dirigée par l'ancien président Jean-Baptiste Ouedraogo et bien d'autres personnalités. Et à la fin, il s'est trouvé donc dos au mur. Il n'y avait pas une perspective réelle par rapport au déroulement. On a vu effectivement qu'il y a eu beaucoup de morts. Voilà, il y a même eu un procès qui a été tenu. Il y a eu beaucoup donc il y a eu donc comment on appelle ça, de condamnés. Non, le procès, c'est plutôt le procès de Thomas Sankara, qui a eu lieu. On retient surtout les victimes, parce qu'aujourd'hui, même la cérémonie commémorative, ça sera au monument des héros. Et vous le savez, cette stèle dédiée là-bas à ces martyrs qui sont tombés les 30 et 31 octobre. Voilà. Et donc, les conséquences immédiates également, c'est que cela a contribué à asseoir, comment on appelle ça, ou à confirmer ce que j'ai appelé dans le livre le mythe fondateur du peuple burkinabé. Vous savez qu'en 1966, avec l'ancien président Maurice Amouego, il y a un soulèvement populaire qui a conduit, n'est-ce pas, à sa chute, et il y a également eu donc l'insurrection en 2014. Il y a eu également l'opposition au coup d'État dont je parlais, de Gilbert Diendéré, dont je faisais effectivement référence au procès du coup d'État. Donc, c'est pour dire qu'au Burkina Faso, vous pouvez penser que le peuple s'est endormi, mais il suffit d'une étincelle pour que tout revienne, pour que ce peuple-là se mette debout pour revendiquer ses droits, pour revendiquer effectivement le bonheur. Donc c'est un mythe fondateur qui est ancré dans la mentalité du peuple burkinabé. Quelqu'un a dit que le peuple burkinabé est foncièrement révolutionnaire. Absolument. Et nous avons pu le constater actuellement avec la nouvelle dynamique incarnée par le capitaine Ibrahim Traoré. On sent effectivement qu'il y a un engouement qui est même suscité autour des actions révolutionnaires, des actions patriotiques et progressistes qui sont donc posées chaque jour. On voit également certaines personnes disent qu'en réalité, quand on parle de l'AES, c'est le Burkina Faso qui est le moteur. On a vu hier, rien qu'avant-hier, Air Burkina vient d'avoir son deuxième avion. C'est-à-dire que dans l'histoire de la compagnie, elle passait son temps à louer des avions. L'année passée, le président Ibrahim Traoré a donné l'instruction pour qu'on achète un premier avion. Et avant-hier, Air Burkina a son deuxième avion. Et je l'ai dit, si cette dynamique-là se poursuit, dans 4 ans, on va avoir 6 avions propres à Air Burkina. Et chaque jour, on peut avoir 6 vols. Un vol pour Bamako, un vol pour Niamey, un vol pour Cotonou, un vol pour Accra, un vol pour Lomé, un vol pour Abidjan. Et ça, c'est vraiment, ça serait très bien. Et pour revenir aux événements du 30 et 31 octobre, c'est vrai, c'est passé. Et il faut dire, comme vous l'avez dit, c'était pas prévu, le départ de Blaise Compaoré. Mais juste après son départ, il y a eu beaucoup de faits, d'événements, d'improvisation, si vous voulez, jusqu'à la transition. Qu'est-ce qu'on retient comme conséquence de ces événements? Bon, leçon numéro 1, c'est que quand on est dirigeant, on ne doit pas gouverner sans prendre l'avis des citoyens. On ne doit pas gouverner, on ne doit pas renoncer, renier la parole donnée. On doit tout faire pour mettre l'intérêt supérieur de la nation devant les actes qu'on pose. Parce que
ce qui permet à un pouvoir de durer, c'est la confiance populaire. Si vous voyez qu'aujourd'hui, malgré les projets de déstabilisation, malgré tout ce qui se trame contre l'AES, alors les 3 dirigeants restent en place, c'est parce qu'ils continuent de bénéficier de la confiance des populations, de la confiance des peuples. Donc, un dirigeant qui sape cette confiance-là, qui existe entre lui et sa base populaire, il faut donc dire que ce pouvoir-là n'a pas longue vie. C'est pourquoi, dans le deuxième livre que j'ai écrit sur l'AES, j'ai parlé des 3 M. Parmi les 3 M-là, une autre là, on appelle mobilisation populaire. Il faut qu'il y ait une certaine mobilisation populaire derrière les dirigeants, parce que si vous êtes un dirigeant qui a une bonne base populaire, quelles que soient les actions qui sont menées de l'extérieur contre vous, ça ne peut pas prospérer. On voit actuellement au niveau de Venezuela, on voit qu'il y a une hostilité qui est ourdie contre ce pays, mais comme le président Nicolas Maduro continue donc d'avoir le soutien de son peuple, il tient toujours. C'est également le cas au niveau du Burkina Faso avec le capitaine Ibrahim Traoré, du Mali avec le général Assimi Goïta, du Niger avec le général Abdourahmane Tiani. Donc, le soutien populaire est très important. Et le peuple aussi ne donne pas sa confiance à un dirigeant qui n'inspire pas confiance. Il faut que, au jour le jour, dans les actes qui sont posés, le peuple se sent concerné, se sent impliqué, sans effectivement que ces dirigeants veulent son bonheur, ces dirigeants veulent lui montrer la voie donc de la prospérité. C'est une première leçon qu'on doit retenir. La deuxième leçon est que quel que soit ce qu'on est, arrive à un certain moment, on doit dire maintenant, je vais me reposer, donner la place à ceux qui vont venir après. Savoir partir. Savoir partir à temps. Voilà. Savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Ah, c'est ça. Voilà. Même Blaise Compaoré, il a donné cette leçon-là à l'ancien président nigérien, comment il s'appelle, Tanja, Mamadou Tanja, en disant que le président nigérien ne devait pas modifier la constitution pour rester au pouvoir. Mais finalement, lui, il a été emporté par la même situation. Donc la leçon est valable pour d'autres qui sont toujours dans absolument, la situation. Bien sûr, dans cette situation. Parce que quel que soit ce qu'on est, il y a eu des grands hommes, des prophètes, etc. Mais chacun a fait, n'est-ce pas, son mieux, et pendant qu'ils avaient toujours la force, mais après maintenant, alors c'est comme ça, c'est une continuité. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des dirigeants qui sont jeunes et qui ont le temps de construire, de mettre le pays sur des rails. Le président Thomas Sankara a essayé en 4 ans, n'a pas pu, il est parti de façon prématurée, mais je pense qu'actuellement, les peuples ont compris qu'il faut de la stabilité, qu'il faut un certain ligne d'horizon. Voilà. Montrer, et c'est pourquoi au Burkina Faso, on a ce qu'on appelle la révolution progressiste populaire, pour dire que les actions qui sont posées quotidiennement doivent aller vers le progrès. Et populaire, ça veut dire que c'est les aspirations du peuple qui sont prises en compte. Donc ça, c'est la leçon numéro 2. La leçon numéro 3, c'est comment bâtir des partenariats stratégiques. Vous savez très bien qu'au moment de l'insurrection, c'est la France qui est venue, n'est-ce pas, exfiltrer le président Blaise Compaoré. Mais est-ce que c'est la bonne manière? Est-ce que c'est la bonne méthode? Ça veut dire que vous êtes voué par votre peuple. Vous ne pouvez pas diriger un pays pendant 27 ans et qu'à la fin, c'est une autre puissance qui viendra vous exfiltrer. Ça veut dire que vous n'avez pas... on n'a pas dit que le président Compaoré n'a pas fait de belles choses. Hein. Ça, faut pas être hypocrite ou bien il ne faut pas être un négationniste. Il a eu à faire des actions, voilà, dans le cadre de la construction de l'État. Mais quand on va essayer de voir, bon, vers la fin, on a trouvé qu'il avait plutôt les regards tournés vers l'extérieur et qu'au Burkina Faso, les gens n'avaient pas cette impression que leurs aspirations sont prises en compte. Donc ça, c'est la leçon numéro 3. Il faut avoir des partenariats. Il faut avoir des partenariats solides qui permettent effectivement de peser sur la scène internationale. Ça aussi, c'est très important. Parce que la gestion d'un pays, d'une nation, se fait à 2 niveaux. Au niveau interne, avec un soutien populaire ferme, et au niveau international, avec également des partenaires fiables et qui effectivement peuvent vous aider lorsque vous êtes en difficulté. Pour terminer, la leçon numéro 4, c'est
comment on appelle ça, la pérennité de l'action politique. Vous devrez faire en sorte que les actions que vous avez posées soient des actions pérennes, des actions qui servent pour l'avenir. Vous savez que 38 ans après la mort de Thomas Sankara, on a vu que ces idées sont toujours d'actualité. Et aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré revient sur la plupart des initiatives qui avaient été donc menées par le capitaine Thomas Sankara. Ce sont ces 4 leçons que nous pouvons nous tirer et qu'on espère que le Burkina Faso est maintenant sur la trajectoire de sa souveraineté, la trajectoire de son développement harmonieux. Merci beaucoup, Elhadj, d'être venu sur ces événements des 30 et 31 octobre et surtout aussi pour ces analyses. Merci beaucoup. Merci. Alors, restez avec nous. Nous allons parcourir quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. C'est l'heure de la météo. Alors, quelques soucis avec la météo et puis on marque une petite pause alors et puis on revient avec des invités. Oui, nous sommes à Niago. Alors, on vous amène à la découverte du musée Dolema de Niango. Il s'agit d'un centre culturel que vous allez pouvoir visiter à partir de novembre. On y va. Le musée Dolema de Niango ouvre ses portes bientôt et nous avons eu le privilège de visiter ce musée avant l'ouverture officielle. Niango est situé à environ 30 km à l'ouest de Garango. Le musée Dolema, encore appelé musée de l'avenir, y est établi pour préserver le patrimoine culturel du pays Bissa. Dolema signifie garant des traditions ou encore ce qui protège les civilisations. Ce musée privé Dolema de Niango, implanté dans la région du Nakambe, ouvrira ses portes le 29 novembre 2025 afin de collecter, préserver et valoriser le patrimoine culturel du pays Bissa. Selon la représentante du promoteur, l'inspectrice de l'enseignement de base Mariam Gebré, l'initiative du musée vise à faire connaître la civilisation Bissa. Cet espace comprend 2 parties. Il y a une partie musée et un centre culturel doté d'un podium destiné aux événements culturels. Dès l'entrée du musée à droite, nous avons la représentation d'habitats traditionnels. On a l'habitat Bissa, Moussi et l'habitat Peul. Et à gauche, nous avons le podium pour les spectacles. Un peu plus devant, nous avons la salle d'exposition du musée où l'on peut visiter divers objets liés à la civilisation Bissa en voie de disparition. On peut voir des outils agricoles, de tissage, de filature, des instruments de musique traditionnelle ou encore le panier de la mariée. Le musée de l'avenir est implanté à Niango, mais il fait revivre tout le patrimoine du pays Bissa dans la région du Nakambe. Les promoteurs du musée Dolema ou encore musée de l'avenir exhortent les communautés Bissa à considérer le musée comme un lieu d'apprentissage de leur histoire. Ils demandent à la communauté Bissa de contribuer davantage à la collecte des objets patrimoniaux. Le musée Dolema de Niango, non loin de Garango, sera ouvert au public dès le 29 novembre prochain. Nous recevons Madame Alobou
Kakora à l'état civil. L'artiste musicienne Kakora, tout simplement. Artiste musicienne, actrice et influenceuse burkinabé. Bonjour Kakora. Bonjour Dame Tchema. Bienvenue. Merci. Merci d'être sur le plateau de Bonjour le Faso. Oui. Alors Kakora, donc le nom, votre prénom, c'est Alobo. Ça veut dire quoi? Mon nom c'est Alobo, mon nom de famille. Ah d'accord. Mon prénom c'est Reine Kakora. Ah, Kakora ok. veut dire la princesse des fétiches. La princesse des fétiches. Oui. En Go aussi, en Kassena précisément. Ok, donc c'est Alobo qui est le nom de famille. Oui, oui. Et puis donc Kakora, le prénom. Oui. Il y a Reine à côté. Oui. Donc, Reine et princesse en même temps des fétiches. D'accord, c'est vraiment beau comme un prénom. Merci. Donc, je rappelle que la princesse est princesse du Naouri parce que vous êtes originaire du Naouri et donc votre nom, comme vous l'avez dit, ça veut dire princesse des fétiches ou princesse tout simplement. Oui. Alors, dans quel univers familial la princesse a évolué dans son enfance? J'ai évolué dans une famille modeste, Ok. une famille royale, vu mon nom. C'est ça. Et voilà, je fus orpheline très tôt. Oh. Et la vie m'a pas fait cadeau, mais avec la volonté de Dieu, l'espoir, et on s'est maintenu jusqu'à aujourd'hui. Et on rend grâce à Dieu, on s'en sort. C'est ça. Oui. D'accord, on va vous inviter à parler un peu plus fort, hein, parce que D'accord. on sait que Kakora peut donner encore plus de la voix. Ok. Maintenant, vous avez dit hein, que la vie ne vous a pas fait de cadeaux. Oui. Vous avez souligné aussi que vous avez été orpheline assez tôt. Oui. Quelles sont peut-être les difficultés que vous avez rencontrées étant enfant, ensuite jeune? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Il y a vraiment beaucoup de difficultés. Et même l'absence d'une maman comme ça, à peine 10 ans, moi j'avais déjà perdu ma maman. C'est pas facile. Et rester dans une grande cour royale et que chaque petite fille avait sa maman. Et il y avait beaucoup de choses à supporter. Oui. Du coup, c'est toi qui deviens la ménagère de tous ces gens-là. Même pour gagner à manger, c'était difficile. Il fallait que notre grand-mère venait nous récupérer. Puisque c'est moi et mon frère, on était les derniers. Les autres étaient déjà indépendants. Ok. Donc, c'est notre grand-mère qui est venue nous sauver de là. Sinon, c'est nous, on faisait toutes les tâches pour les autres enfants. Ce n'était vraiment pas facile. Et après, est-ce que quand Kakora, chez la grand-mère, est-ce que vous partiez à l'école? Vous avez étudié jusqu'à quelle classe? Bien sûr, je partais à l'école. Je faisais le CM2 lorsque ma maman est décédée. Et quand ma grand-mère est venue nous chercher avec mon petit frère, amené à son niveau dans la ville de Pau, on a continué à aller à l'école et c'est de là qu'elle m'a inscrit dans une association à Pau qu'on appelle l'association Zenadam. Pour me soutenir. Et c'est eux qui m'ont pris en charge jusqu'à l'obtention de mon baccalauréat. J'ai obtenu le concours de l'enseignement. Plus tard, prendre la disponibilité, aller même faire un tour du côté du Ghana parce que comme nous sommes proches de la frontière, nous on aime parler le français et l'anglais en même temps avant de revenir m'approprier vraiment dans la musique. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis à ma 7e année de carrière musicale. Et en juillet dernier, j'ai lancé ma fondation. On va revenir sur la fondation Kakora tout à l'heure. J'aimerais, on va pas raconter l'histoire en un trait, parce que là, on va revenir sur le volet enseignement. Après le bac, vous êtes admise au concours donc des enseignants, des enseignants et enseignantes, et vous devenez enseignante. Moi, je me demande, donc à ce moment, vous ne faisiez pas la musique? Non, non. J'étais très jeune, j'ai obtenu mon concours à peine 19 ans. Et j'ai fini ma formation autour de 21-22 ans. Vous avez enseigné durant combien d'années? 2 ans. 2 ans. Je me demande, Kakora était quel type d'enseignante? Vous avez enseigné dans quelle école? À l'école Pau B. Ah, vous êtes resté même dans votre localité? Oui, là où je suis allée faire mon stage, je suis retournée là-bas. Ok. Oui. Et Kakora était quel type d'enseignante? J'étais très jeune et les enfants même pensaient que j'étais leur camarade, donc il y avait une synergie. On a tenu CP1 oui. CM2, non, CP1. CP2 sur 1. CP2 sur 1. Oui. Ok.
Donc, pour ceux qui ne savent pas, sachez que Kakora a été enseignante. Elle a été maîtresse de classe. Oui, et je m'entendais tellement avec mes enfants. Ah bon? Même jusqu'à aujourd'hui, si je mets pied dans ma ville, en fait, c'est mes élèves même qui m'ont rendu très public à Pau. Ah oui. Parce que j'étais jeune comme eux, et puis je ne sais pas pourquoi les enfants aiment mon affaire. Et tout le temps, on était accrochés ensemble. Même ça faisait rire à notre directeur que Kakora et ses enfants. Et juste 2 ans à peine, hein, donc dans cette aventure d'enseignante, Oui. vous prenez une disponibilité Oui. pour aller au Ghana. Oui. C'était quoi le but? Je voulais découvrir d'autres choses, parler comme les gens apprennent à parler correctement l'anglais, vu que j'ai l'ambition de venir dans la musique. Je pense que si tu veux grandir, parler le français et l'anglais en même temps, c'est très important. Avec les voyages, j'ai vraiment envie d'aller très loin. Et je sais que pour aller loin avec le français uniquement, ce n'était pas vraiment facile. Et là, on a une Kakora qui parle très bien l'anglais, n'est-ce pas? Un peu, oui. Et donc, parlons de votre carrière musicale maintenant. Et je me dis que la disponibilité va se prolonger parce que après vous rentrez officiellement dans la musique. Oui. Est-ce que vous aviez, depuis l'enfance, depuis la jeunesse, cette prédisposition ou bien des indices qui vous disaient, bon, qui préparaient un peu le public ou votre famille à la chanson ou pas du tout? Oui, dans ma famille même, il y avait la chanson. C'est les familles royales, là, ça englobe ce gros lot-là. Oui, il y a des griots, il y a des tapeurs de tambour et il y a ceux qui chantent. Et moi-même, mon grand-père chantait. Il était chansonnier traditionnel, ma grand-mère aussi, du côté de ma maman comme du côté de mon papa. Donc j'ai grandi dans cet univers. Même à l'école, c'est moi je chantais et puis les gens regardaient. Quand j'étais enseignante, je peux être en train de donner mon cours. Entre-temps, je commence à taper mon pied et les élèves relaient. Et on va donner... C'est comme si on était en train de faire un concert. Jusqu'à les autres élèves des autres classes, je veux venir regarder ce qu'on est en train de faire. Donc, à tout moment, dans tout ce que je faisais, ça me rattrapait. D'accord. Donc, la chanson a toujours été là. Oui. Maintenant, à quel moment on se dit, je me lance officiellement dans la musique pour une carrière professionnelle? En 2018, avec mon tout premier album, à Nougoro. Oui. Où il y a eu le feat avec Dico Fils. Oui. C'est à partir de ce feat que je me suis sentie dans la chose. J'ai reçu beaucoup d'encouragement aussi. Et je me suis mis au sérieux maintenant pour finaliser un album qui est sorti officiellement le 25 janvier 2018. Et à ce jour, c'est combien d'années de musique? 7 années. 7 années de musique. Oui. Et combien de singles, combien d'albums? 2 albums. Mon deuxième album est sorti le 14 novembre 2023, qui a couronné mon concert au stade avec en même temps le lancement de mes œuvres sociales. D'accord. Oui. Alors, Kakora, est-ce que quand vous vous êtes lancé dans la musique, c'était pas possible de combiner musique et enseignement? Pourquoi vous avez abandonné l'enseignement? Ou bien c'est parce qu'il y a plus d'argent dans la musique que dans l'enseignement? Non, c'est pas pour être enseignante, il ne faut même pas parler d'argent. Ça, il faut avoir l'amour de transmettre le savoir. C'est un très beau métier. Et moi, vu notre condition, il me fallait beaucoup de moyens pour soutenir mon frère. Donc, quand j'étais dans la musique, je faisais du commerce à côté. Je suis entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai développé une marque de vêtements. Donc, pour travailler vraiment dur sur ces deux côtés, c'était pas difficile. La musique en elle-même, surtout comme nous on évolue dans le tradit moderne, c'est le live. Ça demande beaucoup de travail là-bas et l'entrepreneuriat aussi n'est pas facile ici. Donc, pour encore ajouter l'enseignement, je ne voulais pas bâcler les enfants. Donc, j'ai préféré me détacher. Et je sais que je vais me préparer pour venir les aider encore plus avec le temps. D'accord. Donc, ça n'a rien à voir avec... bon, c'est un peu un problème de calendrier. Oui. Vous risquez de ne pas être assez efficace sur trois chemins. Oui. Donc, vous avez préféré mettre une pause à l'enseignement et puis pouvoir être entrepreneur et en même temps, bien sûr, artiste musicienne. Alors, Kakora, vous avez dit... et
en 7 ans, quel est le petit bilan qu'on se fait avant, bien sûr, je suis sûre qu'il y a tellement d'autres années à venir dans cette carrière musicale, mais quel est le bilan qu'on se fait déjà? En 7 ans, je n'ai pas vraiment atteint tout ce que je veux, mais j'ai fait le maximum. Ok. Oui. Moi, personnellement, je pense que j'ai évolué même plus que certains que je suis venue trouver dans le domaine. Mais comme chacun a son objectif, moi, il me reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais ce n'est déjà pas mal. Bien sûr. Parlons du côté social, parce que vous avez parlé tout à l'heure du fait que vous avez cette ambition d'aider ceux qui sont actuellement dans cette situation où vous avez été par le passé. Oui. Alors, c'est à travers une fondation? Oui, c'est à travers une fondation qui porte mon nom, la fondation Kakora. Ok. Je traînais à l'état embryonnaire depuis le début de ma carrière en 2019. J'ai lancé mon album en 2018 et quand j'ai fini l'année, j'ai payé mes charges, j'ai gardé l'argent et puis j'ai appelé ma camarade, j'ai dit de venir, moi je vais aller faire don. Et puis je tenais 15 000. Elle est venue, donc tu allais faire où je lui ai monté l'enveloppe. Le premier jour, c'est 15 000. Elle s'est moquée de... C'est le geste qui compte. Comme quoi. Je dis, moi, je pars pour faire don. Elle s'est moquée de... Quelle moto qui n'a même pas de phare là? Tu vas payer phare pour mettre ses dons, tu t'en vas faire. J'ai dit, tu ne me comprends pas. D'ici 20 ans, là, moi, je vais faire don aux États-Unis, tu vas comprendre. Ah bon? Et elle s'est moquée de moi. C'est comme ça, on est allé faire notre premier don à un orphelinat avec 15 000 francs. Ah oui. Et la rentrée qui a suivi, je suis repartie dans mon école. J'ai pris 5 enfants et puis j'ai scolarisé. Et depuis 2018, je n'ai plus arrêté. J'ai enchaîné comme ça jusqu'à... en 2024, j'avais 100 enfants. Ah oui. Et en juillet, cette année, je dis je vais faire ça officiellement. Si moi seule, je me débrouille et je puisse avancer chaque année. J'ai commencé par 5, j'ajoute chaque fois jusqu'à ce que je me retrouve avec 100. Avec ma toute petite carrière, avec mon jeune âge, peut-être qu'il y a d'autres Burkinabés qui veulent faire autant pour les enfants. Mais ils n'ont pas vraiment un bon canal. Comme aujourd'hui, les gens ne sont plus honnêtes. On a vu beaucoup de ces structures-là qui n'étaient vraiment pas sérieux. Mais comme les gens me connaissent, j'ai grandi même dans ces conditions aussi. Nous, on le fait vraiment avec le cœur. Et quand j'ai lancé, les gens sont venus. Les gens sont venus. Cette année, notre bilan, on a pu scolariser 215 enfants. Ah oui. Et des enfants de primaire et les enfants de secondaire. D'autres même ont eu des parrainages, leur classe de CP1 jusqu'à la fin de leur cursus scolaire. Et c'est les Burkinabés même qui ont décidé de les prendre en charge. Sans même que l'Occident n'intervienne, sans qu'on ait un financement qui a quitté ailleurs. Je me suis dit que si chaque Burkinabé pense à son prochain, nous-mêmes on peut s'aider beaucoup sans même que vouloir qu'on vienne nous traiter d'analphabètes, des gens pauvres qu'on doit aider et puis à la limite c'est pas pour nous aider. Bien sûr. Oui. Alors Kakora, il y a eu justement donc ce gala de charité, c'était en juillet comme vous l'avez dit. Oui, je l'ai lancé officiellement le 25 juillet à Palace Hotel, non? Donc, avec la présence du ministère de l'enseignement primaire et de secondaire, avec le ministère de tutelle, bien sûr, la charité, avec beaucoup de partenaires, les gens de showbiz, les médias. Ça s'est très bien passé. Et l'objectif, donc, c'était de pouvoir informer, pouvoir faire savoir au public qu'ils peuvent parrainer des enfants. Mais surtout aussi même collecter des bourses. Des bourses. On a même commencé la campagne de collecte depuis avril, mais en attendant le gala officiel. Oui. Donc, je profite de votre télé pour dire à tout Burkinabé, envoyer un enfant à l'école, ça ne coûte vraiment pas cher, puisque c'est l'école primaire. L'école primaire, un enfant de CP1 jusqu'au CM2, ça ne coûte que 35 000. Chaque Burkinabé peut le faire. Madame Nikima. Oui. Par mois, quand nous on fait nos ongles, nos cheveux, on ne sait pas combien on met dedans. Si on met 1000 francs à côté pour aider un enfant, on peut se retrouver avec un ministre de main qu'on a fabriqué. Hier, tous ceux qui nous aidaient, ils ne savaient pas que j'allais porter une voix, j'allais pouvoir
enseigner. Et aujourd'hui, je suis publique. Quand ils me voient, ils sont très, très fiers de moi. Malgré que je n'ai pas réussi beaucoup, malgré que je ne suis pas riche. Ah oui, vous êtes très riche parce que quand on décide d'aider les uns et les autres et surtout les plus démunis, on a donc cette richesse-là en termes de bénédiction. Merci. Alors Kakora, et donc il y a ce gala de charité qui est passé. Donc pour cette année, vous avez, on peut dire que vous avez bouclé un peu les parrainages. Oui. Mais pour ceux qui nous regardent, je suis sûre que vous êtes déjà porté sur la rentrée prochaine. La rentrée prochaine. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire pour notamment aider ces enfants-là que vous souhaitez scolariser? Ça se passe comment? Et est-ce qu'on aide un kit scolaire ou sinon c'est de l'argent qu'on donne pour leur scolarité? C'est en nature et en espèces. En espèces. Okay. Tous les dons sont les bienvenus. Cette année, il y a des gens qui nous ont donné des sacs, d'autres nous ont donné des manuels, d'autres nous ont donné des fournitures. Ceux qui n'ont pas le temps, ils ont préféré contribuer à l'argent liquide. Et en septembre, on a réuni tout ça. La somme qu'on avait, on fait un budget pour voir ça peut prendre en charge combien d'enfants de primaire et combien d'enfants de secondaire, vu que les prix ne sont pas les mêmes. Bien sûr. Et avec toute la communication qui va avec, puisque les enfants ne sont pas à Ouaga. Actuellement, nous sommes en province. Et nous avons des enfants à Manga, à Tuese, à Kaya et dans le Naouri. Ah oui. Les enfants sont dispersés. Et prévoir en même temps les moyens qui vont nous permettre de parcourir toutes ces villes avec les médias pour que l'information passe au moins, que chacun s'est privé de quelque chose pour mettre son argent pour un enfant, pour qu'il ait le retour que vraiment son geste a été Bien sûr. À bon port. Et quand on a fait ce point, on a regardé le nombre de matériel qui était déjà là. Et ce qu'on n'a pas maintenant, on a allé acheter pour venir compléter. Donc, il ne faut pas que quelqu'un va se gêner. Tu as un sac, tu contactes le numéro, le bureau est à Karpala. On a commencé à collecter. Jusqu'à juin prochain, on va faire le second gala encore. Ok. Ça, c'est l'espace des partenaires maintenant. Et pour vraiment faire le point, que tous ceux qui ont participé sachent que nous sommes vraiment en train de faire. Sinon, nous, on n'attend pas un gala. Chaque jour, on part en aide aux enfants. S'il y a un enfant qui n'a pas lu, on m'appelle. Son ordonnance est 6 000, on envoie. C'est 20 000, on envoie. D'accord. Oui. Merci pour tout ça, Kakora, pour ce volet social-là. On va revenir un peu à la musique. D'accord. Alors, est-ce que ça fait quand même un peu longtemps qu'on n'a pas entendu Kakora? C'est quoi votre actualité musicale? Actuellement, ah bon, ça fait un peu longtemps. Pourtant, Donc, je viens de j'ai sorti mon deuxième album il n'y a pas longtemps. C'était quel mois? Non, en 2023. 2023. 2 ans, c'est pas trop longtemps. C'est pas trop longtemps pour... Mais même pas un single en passant? Oui, même actuellement. Hier même, on était sur le plateau du tournage. Je tiens en vitrine avec l'artiste Faden. Ok. Oui, donc, dans quelques jours, nous verrons encore sur scène. Sur vos antennes, voilà. Donc, c'est l'album de 2023 qui est toujours en promotion. Oui. Et donc, ce featuring avec Faden qui va venir. Oui, et pousser encore. Et l'album, en attendant qu'on prépare une troisième qui va boucler nos 10 ans en même temps. Ok, super. Maintenant, le titre avec Faden, c'est quoi? Ma moitié. Ma moitié. Donc, vous allez parler d'amour. Oui. Faden aime bien parler d'amour. C'est ça. Et donc, ça sera un featuring avec Kakora. Super. Alors, merci. Alors, Kakora, c'est quoi aujourd'hui votre relation avec les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux et Kakora. Oui, c'est ce que je veux dire. J'ai eu tant de problèmes avec les réseaux sociaux. Ça. On m'a mal compris. Oui. Vous savez, juger les gens facilement, c'est très facile. Hein. Il y a d'autres qui m'ont apprécié d'une manière. Du coup, j'ai eu d'énormes problèmes avec ma famille. Donc, je me suis retirée carrément des réseaux sociaux. J'ai souvent même... Je peine même à poster quelque chose. J'ai fait au moins 2 ans sans jamais rien poster. Mais avec le temps,
je me suis reconvertie d'une autre manière et je suis en train de revenir. De revenir. Oui. Alors, Kakora a souri parce que j'aimerais pas rappeler les choses négatives, mais c'est l'information aussi et c'est bien de revenir un peu sur ça. Il y a eu cette mauvaise expérience-là avec vous après une publication que certains ont jugé pas commode. Oui. Voilà, pour vous, pour votre image. Et il y a eu, ça n'est suivi une vague de haine un peu pour certaines personnes, de jugement ou de critique pour d'autres. C'est ça. Et est-ce que ces moments-là, ça ne vous a pas, vous n'avez pas vécu une petite dépression? Beaucoup de dépression, surtout comme la famille, eux, ils ne comprennent pas le monde artistique. Et surtout, comme je disais au début, moi j'ai fait le côté Ghana, le Nigeria et le Ghana. Eux, ils sont aller beaucoup à l'avant sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas comme nous et au Burkina ici. Pour eux, certains trucs n'est même pas important. Mais ici, nous, on prend tout, premier degré, à cheval, avec des jugements vraiment très forts. Moi, personnellement, étant artiste même, ça m'a affecté. On ne parle pas des parents qui ne nous connaissent pas. Donc, c'était vraiment très difficile à gérer. Et vous avez reçu beaucoup de critiques de votre famille en son temps, peut-être des disputes. Des disputes, mais on a failli même me bannir de la famille. Oh là, parce que il faut rappeler que vous êtes d'une famille royale. Royale, donc, voilà. Souvent, certaines choses les gens sont trop carrés sur leur image, leur valeur et tout et tout. Heureusement que c'est derrière vous. Donc, il fallait ce temps d'absence sur les réseaux en 2 ans pour vraiment être avec vous, votre famille et puis laisser les réseaux de côté. Des réseaux de côté. Et surtout, quand je me suis détachée, je commence à vivre seule à Ouaga. Ils ne savent pas quel genre de vie je mène. C'était vraiment inquiet. C'est quand on a commencé à se reparler ensemble, ils ont vu qu'elle n'a pas changé. C'est les mêmes valeurs, façon qu'on l'a éduquée, malgré qu'elle est devenue populaire. Je garde toujours les mêmes valeurs. Avec ceux qui ne me connaissent pas, dans les cadres mieux, ne peuvent pas savoir que je suis une fille même qui a fait l'école. D'autres pensent que vraiment je suis dans les rues. Alors, Kakora, donc c'est bien que vous, aujourd'hui, vous allez plutôt exploiter les réseaux sociaux pour vos œuvres sociales. Oui. Ok. Vous allez vous tourner plus vers ça pour que vos fans puissent contribuer, pourquoi pas, pour ces œuvres de charité. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que vous donnerez peut-être comme conseil à ces jeunes qui sont toujours sur les réseaux? Je ne sais pas, est-ce que, parce que pendant votre buzz sur Internet, je crois que c'était plus Facebook. Aujourd'hui, avec TikTok, on en voit encore pire, souvent, si vous voulez. Maintenant, quels sont vos conseils à l'endroit de cette jeune fille qui peut-être part à l'école, qui est artiste ou qui s'invite aussi sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'elle ne devrait pas faire, cette jeune fille? Elle ne devrait pas être trop extravagant. Et je pense que ces derniers temps-là, même ça s'est amélioré. Puisque si on voit avec le réseau TikTok, tout le monde est là-bas. Les Nabas, les coutumiers, les religieux. Je crois que ça s'est amélioré un peu. Donc, on ne peut pas avoir pratiquement les mêmes difficultés. Mais néanmoins, ces réseaux sociaux-là, l'image reste. Voici, aujourd'hui, moi j'étais une personne, qu'eux ils ne savent pas que je suis cette personne. Et aujourd'hui, je me suis convertie à autre chose. Mais il y a toujours ces images de moi qui sont sur le réseau et tout et tout. Si les gens veulent te faire du mal, ils repartent encore exploiter ces images. Donc, je dirais que comme chaque pays évolue avec sa manière de faire, c'est vraiment rester dans notre jargon aussi et puis le faire avec les réseaux sociaux pour ne pas vraiment vouloir faire comme ailleurs, pour s'en tirer aussi de la haine. Oui. Merci beaucoup, Kakora, d'avoir répondu à nos questions. Aujourd'hui, quel serait votre mot de fin? Parce que vous préparez une œuvre musicale qui arrive. Vous avez dit vous continuez à collecter donc ces kits scolaires ou, voilà, pour les enfants. Quel est votre mot à l'endroit du public qui nous regarde? Je vais dire à mon public que Kakora revient. Kakora revient très bientôt. Très bientôt. Puisque vous êtes en tournage. Oui, avec un nouveau titre, Ma moitié, qui parle de mariage. Et également inviter toutes ces bonnes volontés qui veulent aider les enfants, que la Fondation Kakora, nous sommes
ouvert tous les jours. Ok. Nos contacts, je peux donner Oui, nos oui, contacts. allez-y pour les contacts. Voilà. À tout moment, si vous pouvez venir, vous voulez venir voir qu'est-ce qu'on fait, échanger pour savoir comment aider un enfant, prendre un enfant en charge, vous pouvez contacter le 70 40 18 18. C'est un numéro WhatsApp en même temps. Et voilà. D'accord. Merci beaucoup et puis on vous souhaite bon vent. Merci. Et merci à vous Je vous en pour prie. l'invitation. Je vous en prie. Oui. Restez avec nous. Alors, je rappelle que nous recevions la princesse Kakora, la princesse du Naouri, il faut le rappeler. Donc, Alobo Kakora à l'état civil. Et le nom d'artiste, c'est Kakora, artiste musicienne et actrice. J'avais oublié ce volet, actrice. Il n'y a pas de projet de film. Hein? Actuellement, non. Non, d'accord. Parce Oui. que vous jouez également dans les films. Oui. Et donc, influenceuse également. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. Merci. On marque une petite pause. La chronique sécurité routière pour finir. Et nous sommes avec monsieur Nema Palinfo de Victoire Auto École. Bonjour. Oui, bonjour madame. Monsieur Palinfo, comment allez-vous? Je vais bien, et chez vous? Ça va bien également. D'accord. Alors aujourd'hui on parle sécurité routière comme d'ailleurs chaque vendredi. Et aujourd'hui on va s'intéresser au dépassement. D'accord. Et donc, on va parler aussi d'autres sujets en lien avec la sécurité routière, les feux d'éclairage. Et puis, donc, voilà, on a besoin de tout ça là pour notamment la circulation au niveau de la voie et de nos routes. Donc, on parle des différents feux d'éclairage, monsieur Palinfo. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire plus sur ces feux d'éclairage? D'accord. Merci bien à ceux qui nous suivent. D'accord. Donc, effectivement, pourquoi j'ai choisi ce thème aujourd'hui, c'est je fais allusion au transport en commun là. Vous allez voir les sociétés de transport sur la route quand ils quittent la ville là. Ce qui se passe carrément en brousse là, c'est terrible, surtout la nuit. Vous voyez. Donc, ils utilisent les feux d'éclairage là de façon. Donc, par moment que ça éblouit d'autres, et puis ça crée vraiment des accidents terribles. Donc, voici pourquoi aujourd'hui, on a choisi de parler des feux d'éclairage pour les citer d'abord. Et puis maintenant, pour chaque feu, chaque éclairage, là, à quoi ça sert. Voilà. Donc, si on va citer les feux d'éclairage, on a d'abord ce qu'on appelle les feux de position. Ensuite, on a les feux de croisement. On a les feux de route. Donc, on a les feux de brouillard, avant et arrière. Ensuite, on a ce qu'on appelle les feux de recul, donc c'est pour faire la marche arrière. Et puis, on a les feux d'arrêt ou feux de stop. Ensuite, on a les feux de détresse. Et pour finir, avec les feux d'encombrement. Les feux d'encombrement pour les véhicules hors gabarit. D'accord. Monsieur Palinfo, on va regarder les images ensemble et vous allez nous situer de quel feu il s'agit. Donc, avec la complicité de Mariette. Voilà. D'accord. Expliquez-nous. Voilà, ça par exemple, on a mis quoi? Feu de position ou veilleuse. Donc, le but des feux de position, là, ce n'est pas pour éclairer, mais c'est pour être vu. Bon, imaginez quelqu'un, par exemple, qui fait un stationnement, donc dans un endroit non éclairé. D'accord. Donc, il a besoin de laisser ces feux-là en marche. De cette façon, quelqu'un qui viendrait, par exemple, à distance, donc il peut être déjà attiré l'attention. Il saura qu'il y a quelqu'un qui est là. Sinon, rester comme ça sans les allumer. Par exemple, quelqu'un peut venir sans éclairage et puis vous rentrez dedans. Donc, c'est le but des feux de position. Justement, c'est être vu. Ce n'est pas pour éclairer parce que ça ne va pas loin. D'accord. Là, maintenant, les feux de croisement. Les feux de croisement, c'est ce que vous appelez communément phare. D'accord. Donc, lorsque la nuit tombe, déjà, vous déclenchez ça automatiquement. Donc, ça permet maintenant d'être vu et vous-même de voir ceux aussi que vous croisez. Donc, la portée de ces feux-là n'excède pas les 30 mètres, ce qui fait que ça ne gêne pas ceux que vous croisez. Et là, maintenant, on a les feux de route. Attention, l'utilisation des feux de route là est vraiment très sensible. D'accord. À quel moment on les utilise? Normalement, ils doivent être utilisés hors agglomération, lorsque vous circulez en brousse. Donc, le but, c'est quoi? Donc, comme les animaux traversent au hasard et comme en brousse, la chaussée n'est pas éclairée. Donc, si vous voulez faire, par exemple, un dépassement, donc, comme la route est à double sens de circulation, donc vous pouvez lancer ces feux-là de sorte à éclairer plus loin, parce que ça va au-delà de 100 mètres. Donc,
vous éclairez pour voir qu'il n'y a pas un animal qui essaie de traverser, ou bien qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient par exemple en face et sans phare par exemple, d'accord. Mais une fois que vous aurez fini de faire votre dépassement du moins et que vous vous rangez, vous devez rapidement revenir en feu de croisement. Sinon si vous laissez ça comme ça et puis vous croisez d'autres là, donc ça va les éblouir, donc forcément ils peuvent être amenés à quitter la chaussée, d'accord. Donc si on peut rester encore là-bas pour que j'explique encore l'image qui vient de passer, voilà. Mais maintenant on peut utiliser ces feux là de façon permanente. Si vous circulez hors agglomération sur une route à sens unique de circulation, comme vous n'allez pas croiser des gens, donc ça ne gêne pas et que ça vous permet effectivement d'éclairer plus loin pour éviter les obstacles. Mais en agglomération, c'est interdit de les utiliser parce que la ville est déjà éclairée par les lampadaires par-ci et par-là. Donc il faut circuler à l'effet de croisement en ville. Donc, si on peut avancer. D'accord. On continue. Là, ça c'est l'effet de brouillard, d'accord, l'effet de brouillard avant, il y a avant et puis à l'arrière aussi, d'accord. L'effet de brouillard, comme le nom l'indique, ils sont utilisés pendant le brouillard, ou bien aussi on peut les utiliser aussi pendant les chutes de neige. Donc si la neige tombe, donc, on peut les allumer devant comme derrière, mais en temps de pluie, donc il est déconseillé, voire même interdit de les allumer à l'arrière, d'accord, parce que si vous les allumez à l'arrière, comme la chaussée est mouillée du fait de la pluie là, vous allez voir que il y aura un renvoi de lumière et ceux qui vous suivent là ne pourront pas supporter, exactement comme si vous croisez quelqu'un et puis vous soulevez les feux de route. Donc en temps de pluie, il ne faut pas les allumer à l'arrière, mais on peut les allumer uniquement à l'avant. Ok. Si on peut avancer, voilà, ça c'est ensemble, ça c'est l'arrière. Oui. L'arrière, super. On continue avec les images. On peut aller encore. On continue avec les images. Voilà. Okay. Donc ça c'est le feu de direction, ce que vous appelez les clignotants. D'accord. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc le rôle c'est quoi? Donc c'est pour signaler à ceux qui vous suivent à l'arrière là de votre intention par exemple de changer de trajectoire, d'accord. Si j'arrive par exemple, j'approche une intersection et que j'ai envie de tourner par exemple à ma gauche, donc je dois mettre le clignotant à gauche. Comme ça ceux qui me suivent, s'ils n'ont pas l'intention de tourner à gauche aussi, ils vont décaler à droite avec les clignotants droit pour se positionner dans la voie de droite et vice versa. Si je vais aller à droite aussi, je signale avec le clignotant droit, donc pour guider ceux qui me suivent là, pour ne pas qu'ils me rentrent dedans. Donc ça c'est le rôle des feux de direction. D'accord. Voilà, bon ça maintenant c'est le feu de gabarit, d'accord, ou bien feu d'encombrement. Donc on appelle feu d'encombrement, c'est quoi? C'est pour les véhicules hors gabarit, c'est-à-dire un véhicule dont la largeur dépasse 2,10 m. Parce qu'un véhicule ordinaire, normal, la largeur ne doit pas excéder les 2,10 m. Mais pour les véhicules dont la largeur excède les 2,10 m, on dit que ce sont des véhicules hors gabarit. Donc il doit porter ce qu'on appelle les feux d'encombrement sur les côtés. Vous allez voir souvent que c'est allumé, la nuit vous voyez que ça fait des jeux comme c'est des jeux de lumière, c'est pas l'amusement. C'est pour envoyer un message à ceux qui le croisent. Et c'est aussi qu'ils le suivent là, donc ils occupent beaucoup la largeur de la chaussée. Vous allez voir sur les deux côtés. Et puis aussi en haut carrément, d'accord, en face, vous allez voir en haut, vers le toit du véhicule là aussi, ça sera aussi fixé là-bas. Donc c'est pour, quand vous allez vouloir les dépasser là, que vous prenez un écart, et aussi si vous voulez vous dépasser aussi, que vous serrez au maximum à votre droite là, pour ne pas que il y ait les risques de frottement. D'accord. Donc voilà, ça c'est l'effet de recul. Donc ça, si vous voulez faire la manœuvre de la marche arrière, donc vous les déclenchez. S'il y a quelqu'un qui vient par exemple derrière là, donc il va remarquer, donc c'est très blanc, c'est blanc et puis c'est très vif. Donc c'est pour dire que vous êtes en train de reculer. Et vous aussi, ça vous permet d'éclairer à l'arrière aussi. Et là, ça c'est pour les feux de détresse. Donc ce bouton-là, donc c'est sur votre tableau de bord. Donc dès que vous avez des difficultés par exemple en circulation, vous avez peut-être des problèmes mécaniques, d'accord, ou bien des problèmes techniques avec votre véhicule. Donc vous pouvez vous appuyer directement. Vous allez voir que les 4 clignotants vont se mettre en marche et puis ça clignote sans cesse. Donc ceux qui viennent derrière vous là savent déjà que vous avez des difficultés là. Donc ils savent comment réagir en conséquence. D'accord, donc on comprend que pour chaque feu, il y a le moment où il doit être allumé et le pourquoi. Voilà, c'est ça. Il faut savoir maîtriser ça. Oui, bon, maintenant, ce que j'allais ajouter, il faut dire déjà que les feux de croisement, ce sont les feux primaires. D'accord, quel que soit le temps qu'il fait, si vous avez besoin d'éclairer, on éclaire avec les feux de croisement d'abord. C'est ça les feux primaires. Maintenant, les autres feux là sont des feux facultatifs qui peuvent accompagner maintenant les feux de croisement. D'accord. Sinon, on n'allume pas d'autres feux avant de venir accompagner avec les feux de croisement. Non, non, non. Si vous avez besoin de voir, s'il y a des difficultés par rapport à la visibilité, on déclenche premièrement les feux de croisement, quitte à ce qu'on les accompagne, par exemple en temps de brouillard. En les accompagnant à les feux de brouillard, là, ça perce encore, ça va encore loin. Pour quelqu'un qui vient à distance, là, il sent qu'il y a un obstacle qui vient en face de lui.
C'est vrai que souvent on est en circulation aussi et puis on veut faire un dépassement, il y a quelqu'un devant nous et on voit que la personne souvent met le clientin à gauche ou à droite. Ça peut vouloir dire quoi? Oh, d'accord, c'est un moyen de communiquer. Et justement, c'est pour ça que je disais là, les transports en commun, là, vraiment en route, là, c'est pas bien. Ouais, non, bon, pas qu'ils ne respectent pas, le comportement là n'est pas ça. Bon, imaginez, vous suivez un véhicule gabarit, par exemple, un car, donc il occupe trop la largeur de la chaussée. Ça fait que vous qui suivez derrière, vous avez des difficultés à voir à l'avant pour effectuer le dépassement. Voilà pourquoi on vous dit de maintenir un bon écart, restez beaucoup plus en retraite derrière. Donc vous restez beaucoup plus en retraite derrière. Comme ça, vous aurez la bonne visibilité à l'avant. Mais maintenant, qu'est-ce que vous faites? Je vais dépasser, j'ai lancé mon clientin à gauche pour sortir. Celui qui est devant, comme lui, il voit mieux que moi, s'il y a un obstacle qui vient, qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi, il lance immédiatement son clientin à gauche. Pour me dire que quoi? C'est comme s'il avait l'intention d'effectuer un dépassement aussi. C'est un message qui m'envoie pour me dire que devant, c'est pas bon. Souvent qu'il y a des gens qui approchent, d'accord? Mais il y a beaucoup qui ne suivent pas ça. Il faut patienter. Laissez-le comme ça. Vous verrez qu'il va laisser son clientin toujours à gauche, en marche. Et vous suivez. À un moment donné, il balance le clientin à droite. C'est pour vous dire maintenant que la voie est libre, vous pouvez partir. Mais il y a beaucoup qui sont pressés. Le type, il met à gauche, il lui force pour aller. Donc souvent, c'est ce que les Ghanais et puis les Togolais, là, ils ne font pas cadeau. Hein. Quand sur la rue, vous faites ça là, ils vont enlever le clientin, mettre à droite pour vous dire allez-y. Vous essayez de dépasser maintenant, vous n'arrivez pas à lui le dépasser et vous croisez l'obstacle maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire? Lui, il est dans sa voie, vous êtes obligé de vous rentrer dedans. Donc c'est ça, c'est un moyen de communication. Donc si vous comprenez le message, là, soyez patient. Ça ne veut pas dire que la personne s'est juste trompée. Voilà. Et peut mettre le clientin en circulaire. Ouais, c'est vrai que souvent ça arrive aussi qu'il y a d'autres qui oublient de les enlever. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc vous pouvez faire le jeu de lumière là. Vous lancez le coup de phare là, le feu de route là, vous lancez et vous coupez. Vous lancez, vous coupez. Ça va l'alerter. Si c'est se trouve par exemple qu'il avait oublié le clientin là, vous allez voir qu'immédiatement il va remettre le clientin à droite pour vous dire vous pouvez partir. Mais s'il maintient toujours comme ça, ça veut dire qu'à l'avant là ce n'est pas bon. Donc ne vous aventurez pas. Merci bien. Et quels seraient vos derniers conseils par rapport à ce sujet qu'on a développé? Voilà, c'est ça. Justement, je parle au transport en commun, les sociétés de transport là. Vraiment, vraiment. À la nuit, surtout la nuit, c'est pas bien, ne forcez pas dans le dépassement et surtout éviter les feux de route là. Hein. Si vous avez fini de dépasser, il faut les rabattre. Sinon, le fait de les laisser comme ça là, vous savez que nos routes là, en majorité, c'est les routes à 12 ans de circulation. Vous allez forcément croiser des gens. Et si vous laissez comme ça fatigue ceux qui viennent en face. Oui, ils n'arrivent plus à... Voilà, ils seront éblouis. Et une fois que vous les dépassez, fini là, il faut un temps pour qu'il arrive à bien voir. Pendant ce temps, il est en train de circuler. Il y a des gens qui viennent. Donc, il y a de fortes chances, par exemple, qu'ils puissent entrer en collision avec d'autres véhicules qui viennent en face, tout simplement parce que vous l'avez ébloui. Ok. Suivez les conseils de Victoire Auto-École. Sinon, si vous partez recycler votre permis, parce que oui, on vous montre comment et quand utiliser, notamment les feux. C'est vrai. Sinon, actuellement, avec les véhicules récents, vous allez voir que les feux de brouillard sont détachés carrément du bloc de l'éclairage. Ils sont fixés souvent. Allez-y, vous recyclez. Voilà, sur les abords là. Ah, mais le type, il allume tout et puis il circule ça. Que vous allez voir la beauté de ma voiture. Si vous partez aussi, c'est bien, vous faites la visite technique, vous laissez ça là. On va arracher tout cela, déposer là. D'accord. Alors, M. Palenfo, on va rappeler les agences de Victoire Auto-École. Voilà, nous sommes à Somgandé, c'est notre siège. Nous sommes aussi à Tampoui, Kilouin, Kosoguin et puis à Kamouensin. Okay. Donc, comme le numéro commercial est en bas, ceux qui sont dans les quartiers cités comme ça, ils peuvent directement se rendre à l'agence pour prendre les informations. Mais ceux aussi à distance qui voudraient aussi prendre les informations, là, ils peuvent contacter directement le numéro commercial. Merci beaucoup, M. Palenfo. C'est moi qui vous remercie, madame. Ok, on se retrouvera un autre vendredi. C'est ça. Alors, merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Permettez-moi de dire merci également à l'équipe de semaine pilotée à la réalisation par Mariette Kokwaga, Joseph Kabouré était au son, Aurélie Somtoré au maquillage, Laura Bama toujours au niveau de la production. On dit merci également à tout le monde en salle de montage, en salle de diffusion, également en salle de rédaction pour l'accompagnement tout au long de cette semaine. Merci à vous. Et on se retrouve, Inch'Allah, lundi, quand il va sonner 7h30 chez vous, mais également chez nous. En attendant, profitez et surtout, c'est l'occasion de vous réinviter à la foire commémorative des 26 ans de Savane FM et des 7 ans de Savane TV. Rappelez-vous, ça va jusqu'à dimanche, donc vous avez tout le long week-end. Aujourd'hui, c'est férié aussi. Vous avez tout le long week-end pour venir surtout à cette foire-là. C'est en face de Savane Média et surtout, je rappelle qu'il y a des artistes de renom, Flo
Toby, Mistania, Aïcha Tremblay et puis DJ Domi et bien sûr Kaya Woto et bien d'autres artistes hein, qui seront là pour notamment vous égayer tout au long de cet week-end à la foire commémorative de Savane FM. Donc prenez soin de vous et on se retrouve lundi. Allez, prenez soin de vous et que